Très bien. Quand ça rigole, c'est bon. Bonjour, vous écoutez Amine à quel âge pour l'émission Ça va parler, des infos sans prétention, des chroniques avec passion, c'est notre émission. Aujourd'hui, je reçois deux entrepreneurs passionnés, Ridouane Abagri qui fonde en 2014 le Digital College, une école innovante pour former les étudiants aux métiers de demain, et Razi Rajabali qui a développé un concept novateur, le chill, avant de se lancer dans le développement de sa marque, deux parcours liés que l'on vous fait découvrir tout de suite. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien et toi? Super. Alors je voulais juste qu'on les remercie quand même parce qu'ils nous ont apporté des roses. Voilà, je tenais à le dire. On aime beaucoup les petites attentions ici dans l'émission et du coup on nous a apporté des roses pour la Saint-Valentin. Voilà, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Parti de rien avec la soif de réussir, Razi Rajabali est un ancien agent de voyage. Il décide après un événement marquant de faire voyager nos papys. Après une expérience de 8 ans dans le milieu de la franchise, il se lance en 2016 dans un nouveau concept, le chill. On compose son sandwich selon ses envies, du pain fait maison, du poulet, du thon, des options véganes que l'on agrémente de légumes et d'une sauce. D'ailleurs, si on fait attention à sa ligne, pas de souci, on peut composer une salade. Pour continuer de chiller, la maison propose de finir avec un bon chocolat viennois, un cappuccino, un mocha. Bref, c'est fini Netflix and chill, ça sera food and chill, mais aussi school and chill. Et oui, qui a dit que l'école ce n'était pas cool, Ridouane Abagri, professeur en ressources humaines, fonde en parallèle le Digital College. Cette aventure débute il y a 6 ans, et on y forme une génération d'élite au métier de demain. Basée à la Défense, la structure se veut proche de ses étudiants. Elle les accompagne tout au long de leur scolarité, au menu des cours de management, de web marketing, de la communication digitale et encore plein d'autres choses. Et lorsque l'on sait qu'en 2030, beaucoup de métiers sont amenés à disparaître ou à évoluer, au Digital College, c'est un pari réussi puisqu'aujourd'hui c'est 100% d'insertion et ce n'est pas rien dans le contexte actuel. Alors ce qui plaît, c'est qu'on n'y raconte pas des salades, les programmes sont adaptés et peuvent changer d'une année à l'autre. C'est comme le chill, tu viens, tu composes, tu kiffes et tu remets ça. Ça va? Bravo. C'est fidèle. Franchement, tellement bien dit. Bravo. J'ai essayé en fait de faire un portrait croisé et je trouvais que c'était un peu comme votre amitié, quoi. Ça matchait bien. C'est très bien. Je te voyais pas comme ça, Redouane. Ouais, moi non plus. On a plus sur toi là. Vous vous découvrez là. Voilà. Un peu Totalement. plus chaque jour. Et du coup, moi je veux savoir comment vous êtes rencontrés. Bah vas-y, je t'en prie, il a raconté quoi cette histoire justement? En vrai, on s'est rencontrés à la salle de sport. On s'est rencontrés à la salle de sport et tout simplement, Redouane était en train de... Je peux le dire ou pas? Bien sûr, tu peux dire. Était en train de pousser au développé couché. Ouais. Une charge vraiment très très lourde. Et ça m'a interpellé. Et c'est de là que je suis parti le voir et je lui ai demandé quel était son remède miracle. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et du coup, c'est quoi le remède miracle? Je dis comme le chill et le digital college de travail. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu vos parcours, comment vous en êtes arrivés là? Mais Bien sûr. Moi, mon parcours, il est vraiment très simple. Hein. Il ressemble un peu à Monsieur Tout-le-Monde. Donc, j'ai fait, mon parcours académique, j'ai plutôt fait une faculté, où après j'ai passé dans une école de commerce un master en stratégie d'entreprise. Et après, par contre, mon parcours professionnel, j'ai plutôt commencé chez McDonald's, donc de la restauration rapide, de rapprochement aussi avec le chill. Donc, j'ai travaillé 6 ans, j'ai commencé du contrat étudiant et j'ai monté les échelons jusqu'à directeur. Et après, j'ai travaillé chez Agendas, qui est aussi qui est resté un peu dans le même secteur d'activité, mais qui était un produit un peu plus cool, on va dire. Quand je dis que tu bosses au McDo, bon, toujours ce petit sourire sur le côté. Quand je dis Agendas, bon, c'est un peu plus fun déjà. Et après, je me suis vite mis en indépendant, où j'ai commencé à valoriser mon expérience, où j'ai commencé à former des professionnels. Et après, en formant ces professionnels, je suis tombé par accident dans l'éducation, où là, je suis devenu plutôt professeur. Donc, avec une spécialité dans le management et les ressources humaines, qui était ma formation de base et aussi mes expériences de base, que j'avais appris dans mes différentes expériences. Et après, à force, avec ma mentalité d'entrepreneur, parce que quand j'étais indépendant, j'étais déjà entrepreneur, sur une forme différente, parce que je vendais du service. Après, j'ai décidé de fonder mon école. C'est-à-dire, une fois que j'ai compris un peu les rouages en tant que professeur, je me suis dit, pourquoi pas maintenant se lancer sa propre école avec son modèle, avec sa vision et avec ses envies, tout simplement. Et c'est comme ça qu'est né Digital College en 2014. Et toi, Azine?
Alors moi c'est pareil, donc comme je disais tout à l'heure, moi j'avais démarré mon cursus sur du voyage. Je voulais être agent de voyage au départ ou travailler dans le tourisme. Et après, moi de base j'avais ma famille qui est commerçante et j'avais un oncle qui travaillait dans une franchise de restauration rapide. Et de là, je me suis approché de lui et j'ai commencé du coup à vouloir tenter l'expérience avec lui. J'ai bossé 1 an avec lui et j'ai rapidement compris qu'il y avait quelque chose à faire dans la restauration. Donc du coup, je me suis d'abord rapproché de la franchise. Je suis rentré, j'ai travaillé sous franchise pendant 7 ans. Et de là, j'ai commencé à réfléchir du coup à monter mon propre concept. Donc, et à faire émerger le concept chill. Et voilà. Donc là, on a monté le concept chill en 2016. Et si tu veux, on est parti de zéro. On a créé, on a repris, si tu veux, le produit sur un savoir-faire qu'on connaissait. Et on a voulu apporter un savoir-faire pour le coffee pour pouvoir étaler justement l'offre sur toute la journée. Et de là, on a travaillé, c'est là où on est parti de zéro, c'est-à-dire qu'au niveau de la com, au niveau du produit, il y avait rien du tout. Et moi, j'ai pas de formation. J'avais pas, au niveau des études, je me suis arrêté au baccalauréat. Donc j'avais pas toute cette formation d'entrepreneuriat ou école de commerce qui t'apprennent toutes ces choses théoriques qui peuvent te faire accélérer ton processus. Donc si tu veux, sur le terrain, en fait, ça met beaucoup plus de temps. Donc voilà, et après, si tu veux, le fait d'être assez ouvert d'esprit, ça m'a permis de rencontrer des gens qui m'ont permis justement d'évoluer dans mon projet. Et grâce à ça, ça m'a permis de développer le concept et aujourd'hui de pouvoir continuer le développement pour aboutir jusqu'à quelque chose de sympathique. Okay. Et justement, comment ça se passe dans l'entrepreneuriat? Parce qu'il y a beaucoup de gens ont peur de prendre justement ce risque et de se dire que ma vie va changer, entre guillemets. Déjà, je vais rebondir sur ce qu'a dit Razid, ce qui expliquait qu'il avait arrêté au baccalauréat. Oui. Mais je dirais déjà à ceux qui nous écoutent qu'aujourd'hui, pour être entrepreneur, c'est plus une opportunité. Parce qu'on ne se rend pas compte, aujourd'hui, le premier frein entrepreneur, c'est souvent l'école. Parce que l'école, le gros problème, et ça c'est ce que j'ai remarqué en la côtoyant moi-même et en rentrant dans cet univers depuis plus de 10 ans, c'est qu'on forme des étudiants et des salariés, et pas des entrepreneurs. C'est vrai, je confirme. Et c'est vrai qu'on leur met dans la tête qu'il faut avoir une carrière, et que c'est vraiment un gage de réussite sociale et un gage de réussite tout court. Et du coup, on les conditionne à avoir ce comportement-là. Mais d'avoir un CDI surtout. D'avoir un CDI. C'est le Graal en fait, le CDI. C'est le Graal déjà, ouais. Non, le Graal c'est pas ça, le Graal c'est d'être heureux, et je pense que ça suffit pour tout le monde. Mais l'école apprend aussi à analyser, à anticiper les risques. Et c'est vrai que maintenant, un étudiant, lorsqu'il sort d'un bac plus 5 en général, sa première réflexion lorsqu'il va créer une entreprise, il va dire il y a trop de risques. Et ça va être aussi un frein. Donc c'est pour ça que souvent, plus on fait des études et sur certaines activités, on entreprend, et moins des études sur d'autres activités, plus on va entreprendre. Parce que souvent, on ne va pas avoir de ce risque et on va s'en plus facilement. Donc c'est pour ça que parfois, je pense que parfois sur certaines choses, il faut quand même manquer de connaissances, parce qu'en fait, ça peut être un vrai tremplin. Et je pense que Razid, par exemple, peut-être s'il avait fait des études, peut-être qu'il n'aurait pas créé le Chill & Coffee. Peut-être qu'il serait salarié dans une agence de voyage, dans le tourisme, et qui verrait sa passion première. Donc c'est pour ça que je pense que déjà l'école est un très gros problème, en tout cas en France. En France, ouais. Mais c'est vrai que si on parle du modèle, par exemple, anglo-saxon, qui est complètement différent, ou même aux États-Unis ou en Angleterre, on se rend compte qu'en fait, la façon d'instruire, en fait, comme tu disais, les étudiants ou les élèves, c'est tout de suite, il faut faire des études, il faut arriver jusqu'à un bac plus 5, c'est ça la réussite. C'est ça l'élite. Ouais. Voilà. Et le problème, c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'ai créé Digital College, en tout cas de mon côté, c'est qu'on a créé avec une phrase qui a été notre mantra, et c'est ce qu'il nous dit toujours, qu'on fait qu'on n'est pas comme les autres écoles, c'est on ne recrute pas l'élite, on la forme. Parce que j'estime qu'on doit donner des connaissances, on doit leur donner des armes, on doit les accompagner pour qu'ils puissent justement réaliser ce qu'ils veulent réaliser, et pas non plus les accompagner juste pour avoir cette carrière-là et les CDI-là. Et c'est vrai qu'on pense souvent au modèle anglo-saxon, mais c'est vrai que le modèle saxon est aussi un modèle élitiste, un peu comme le modèle français, et que tant qu'on ne sortira pas de cette culture-là, je pense qu'on aura moins, en tout cas, d'entrepreneurs. Même si les chiffres d'entrepreneuriat sont attention. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'entrepreneurs qu'hier. Oui, ouais.
J'ai vu, les chiffres en tout cas, on était passé à plus, par rapport à l'année de 2018, il y avait une hausse de 18% en fait, Oui. sur tout ce qui est entreprise, micro-entrepreneurs, Ouais. tout ça, ouais. Mais justement, c'est pas un risque dans la mentalité justement qui est élitiste en France de monter des structures ou des projets qui sont complètement différents? Bah, oui et non, parce qu'en général, l'entrepreneur s'adaptera toujours au marché. Donc en vrai, ce qui va conditionner le comportement d'entrepreneur, ça va être le marché. L'école, on va vite l'oublier, le passé, on va vite l'oublier, la carrière, on va vite l'oublier, tout ça, ça va vite venir, ça va vite devenir des vestiges, on va dire, et on va toujours aller de l'avant. Donc quelqu'un qui a l'entrepreneuriat dans le cœur, parce que quand je parle d'entrepreneur, pour moi, tout le monde peut être entrepreneur, n'importe quelle personne, c'est pas dédié à une élite, c'est pas dédié à une personne ou à un profil de personne. Et si on regarde l'histoire, les profils d'entrepreneurs ont toujours évolué, et ce qui détermine le profil d'entrepreneur, c'est toujours le marché. Et c'est vrai qu'avec cette vague digitale qui arrive en 2008, après cette crise des subprimes, ça a ouvert beaucoup d'opportunités. Ça a créé des trous d'air qui ont fait que le marché a eu besoin de plus d'entrepreneurs, parce que justement ces grands groupes n'ont pas su innover dans leurs produits, n'ont pas su innover dans leurs services, n'ont pas su aussi créer des opportunités économiques comme la création d'emplois, etc., etc. Et du coup, heureusement que ces entrepreneurs qui sont un peu ces nouveaux chevaliers blancs, on va dire, de l'économie, sont présents aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'un entrepreneur, on ne se rend pas compte, mais aujourd'hui, il a un très grand rôle à jouer. Et justement, Razit, tu m'avais dit que ça a été compliqué les débuts. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné en fait envie de continuer? C'est la persévérance en fait. Quand tu t'engages dans un projet, déjà de base, je suis quelqu'un qui veut aller jusqu'au bout, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Après, comme disait Redouane, en fait, peu importe le projet, peu importe dans le secteur où tu es, c'est qu'en fait tu regardes le marché et tu regardes vraiment qu'est-ce qui plaît au client et comment tu peux adapter ton produit par rapport à ce que le client recherche. Donc si tu veux, c'est ça. Donc là, nous, on avait choisi, parce que on va dire que dans la restauration, pendant longtemps, on était beaucoup dans le côté gourmand. C'est ça qui marchait beaucoup. Mais je pense que là, on arrive sur une nouvelle ère où les gens commencent à vouloir plus penser à leur corps, à leur silhouette, plus penser à manger healthy. Et je pense qu'aujourd'hui, même la restauration rapide doit commencer à s'orienter vers ce sujet-là. McDo s'est orienté un peu... Le healthy, bien sûr, ouais. Avec des options un peu saines. C'est ça. Après, je sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas, il y a une com qui est là-dedans. Il y a une com qui est rodée. Ouais. Ça reste un géant. Et du coup, il faut être courageux pour être entrepreneur. Et comment on fait si on n'est pas courageux? Le courage, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et ça s'apprend comment? Déjà, gagner confiance en soi. Donc, c'est vrai qu'avant de travailler sur l'entreprise, il faut travailler sur soi-même. Donc, moi, je dis toujours que le développement personnel doit avoir une grande part en tout cas dans l'entrepreneuriat, je veux dire. Et cette confiance en soi, ce qui va vous permettre de vous dépasser tous les jours, parce que le courage, c'est juste faire un truc qu'on était incapable de faire hier. Et à partir du moment où on fait une action par une action, une marche par une marche, avec de la volonté, tout peut se faire. Donc c'est pour ça qu'effectivement, Razit disait que la persévérance était importante. Et persévérer dans le courage, c'est fatalement apporter du succès, quoi qu'il arrive. D'accord. Donc ça veut dire que tout le monde peut être courageux. Tout le monde peut être courageux, effectivement. C'est un état d'esprit. Ouais. Après, effectivement, il y en a qui à cause de leur culture, de leur éducation, de leur histoire personnelle, vont plus ou moins avoir de mal. Donc il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, en tout cas sur ça, mais c'est pas inaccessible. Ça veut dire qu'il y a d'autres qualités qu'on peut développer à côté, mais l'entrepreneuriat, oui. Parce que le courage, c'est de marcher vers l'inconnu. Et ça, tout le monde a peur de marcher dans le noir. Donc lorsqu'on ne voit pas où on marche, c'est toujours compliqué. D'accord. Et du coup, c'est quoi les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui va entreprendre demain? Déjà, ne pas avoir peur de s'ouvrir aux gens. Ça, c'est super important. Parce que même si toi, par exemple, tu n'as pas de connaissances, juste le fait d'être curieux et de parler avec des gens peut t'apporter quelque chose. Peu importe la personne. Chaque personne va t'apporter un plus. Et ça, c'est très très important. Si déjà tu comprends ça, tu as déjà compris une grande partie de choses. Ouais, je suis d'accord. Et sinon, entreprendre à deux. Souvent, ce qu'on est les étudiants, c'est vrai que lorsqu'on est jeune, il y a toujours, même s'il y a cette énergie, ce dynamisme, dès qu'on arrive au moment concret où il faut créer, il faut avancer, là il n'y a plus personne. Mais c'est vrai que quand on est deux, souvent, c'est ce que je conseille d'être cofondeur, c'est quand il y a une personne qui a une baisse de régime, il y a toujours l'autre pour le remotiver, et quand on avance à deux, c'est toujours plus simple. Ça enlève beaucoup de problèmes.
Et souvent on dit tout seul on va plus loin Et non, ensemble, seul plus vite et ensemble on va plus loin. C'est ça, oui. Voilà. Et ça, c'est une phrase qui se concrétise dans le business, ça c'est sûr. D'accord. Et justement, tu as une approche très moderne dans ton école, avec un esprit un peu start-up. Est-ce que c'est pas... déjà, comment est-ce qu'on fait pour intégrer l'école ? Intégrer l'école, c'est très simple. C'est-à-dire qu'on a voulu casser un peu les codes. C'est vrai que normalement, le circuit traditionnel d'une école, c'est de se dire on vient, on passe un concours, on a réussi le concours, on a accepté, on a réussi le concours, on est refusé. Pour moi, ça, c'est un vrai système élitiste. Et ça a été la première pierre qu'on a changée. On se dit, quelqu'un qui veut venir chez nous, le seul critère, c'est sa motivation. C'est-à-dire que même s'il va passer une batterie de tests, qui va plus être là pour évaluer son niveau et qu'on puisse l'accompagner par rapport à son niveau, ou le mettre dans une classe ou sur un parcours plus approprié, nous, on va plutôt tester sa motivation et son parcours et surtout son objectif professionnel. Et si on estime que l'école est faite pour lui et qu'elle peut l'aider justement à accomplir ses objectifs, on va l'accepter. C'est pour ça que je dirais une école pour tous. Ça veut dire que n'importe qui veut faire du digital pour moi aujourd'hui peut le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'étudiant d'aujourd'hui apprend plus vite que l'étudiant d'hier. Donc aujourd'hui, pour moi, il n'y a aucune compétence qui est inaccessible. Donc c'est pour ça que pour entrer chez nous, il suffit d'aller sur le site web et s'inscrire, venir à un lien d'information et une porte ouverte et après se laisser porter. Donc il n'y a pas de refus en fait Alors si, il y a des refus. C'est-à-dire que quand on estime que le projet, qu'on ne pourra pas commencer sur le projet ou que l'étudiant qui veut venir chez nous n'est pas assez motivé, qu'il ne mettra pas du cœur, on va dire, à l'ouvrage, on dit que c'est lui faire perdre son temps, c'est perdre notre temps et que c'est pas le but de notre école. Le but de notre école, c'est vraiment un accélérateur de compétences, un accélérateur de potentiel. Et de faire en sorte que quelqu'un qui vient chez nous, dès qu'il va passer entre nos mains, derrière il va sortir avec de nouveaux super pouvoirs. Et ça, d'un avis extérieur, je peux le confirmer. Parce que quand moi je suis parti voir le Digital College, tu le ressens. En fait, Redouane a créé comme une communauté, et c'est une communauté ascendante. En fait, chaque personne tire l'autre vers le haut, et ça c'est quelque chose qui est unique, je pense, dans l'école. Moi, je suis pas allée à l'école, mais en tout cas, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait un côté très familial. Oui, très familial. Et ça donne envie. Mais tu le sens pas, c'est quelque chose qui existe chez eux que tu ne retrouves pas dans les autres écoles. Et c'est ça qui fait de Digital College une pièce unique. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vu et que je tiens à dire parce que c'est une vérité. Merci Razid pour ce partage d'expérience. Oui, parce que tu as animé un workshop au sein de l'école. C'est ça. Et ça consistait c'était sur quelle thématique ? Alors en fait, j'ai fait deux prestations. Donc la première était par rapport au développement. Donc là, aujourd'hui, on a un point de vente et pour 2020, on prévoit d'ouvrir 2 ou 3 nouveaux points de vente. Et du coup, on s'est orienté sur un design précis, sur une communication précise qu'on a étudiée. Et du coup, l'idée, c'était de montrer aux étudiants quelle ligne directive on avait choisie et est-ce que, selon eux, c'était des choses qui étaient bien choisies ou pas. Parce que toi, en fait, quand tu es dans ton projet, tu es dans ton guidon et tu as une direction où tu veux aller. Ouais. Et par moment, tu n'es pas suffisamment objectif pour te dire qu'il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Parce qu'il n'y a pas de prise de recul. Voilà. Et là, en fait, je me suis retrouvé avec un panel de 30 personnes autour de moi qui étaient spécialisées dans la com et qui m'ont ouvert l'esprit sur beaucoup de choses, notamment sur la déco ou sur la corrélation entre ton menu et ta déco. Et ça, c'était des choses qui, pour moi, en tout cas, le workshop a été très pertinent et m'a apporté beaucoup. Donc il a autant apporté aux élèves qu'à toi. Je pense. C'est beau ça. C'est le but, on va dire, un peu de l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'effectivement les étudiants correspondaient parfaitement à son produit, parce que c'est vrai que le produit de Razid, je dirais qu'il est intergénérationnel et que tout le monde peut le consommer. Comme on dit par exemple dans le marketing, de 7 ans à 77 ans. Donc ça correspond à tout le monde. Et c'est vrai que nous, nous ce qu'on aime bien faire à nos étudiants, c'est leur faire rencontrer des entrepreneurs comme Razid. Voilà, 5 cas concrets. Plutôt que travailler sur un cas fictif, vous allez travailler sur une vraie problématique et apporter l'expertise qu'on vous enseigne. Et c'est vrai que du coup, heureusement, quand il y a des entrepreneurs comme Razid qui acceptent de faire cette expérience-là, parce que c'est vrai que tout le monde ne peut pas venir donner de son temps une demi-journée, voir les étudiants, leur présenter leur concept, leur présenter leur projet de développement et écouter la critique aussi, parce que c'est vrai que même si les étudiants, attention, ça reste très consultatif. C'est-à-dire qu'après, Razid lui présente et il va prendre les bonnes idées qu'il a entendues et mettre de côté le truc qui ne lui semble pas pertinent pour lui. Mais en tout cas, c'est ce qui permet aux étudiants de monter en compétences.
Et surtout de voir, quand ils vont voir dans 6 mois, dans 1 an, quand Razid va faire ses ouvertures, qu'il y a eu 2-3 petits conseils qu'ils ont écoutés, ça va valoriser leur travail et ils seront contents d'avoir participé indirectement, on va dire, à cette com ou à ce marketing. Ouais, c'est super. Non, c'est génial, c'est génial. Et tu réponds. Et il a fait notre intervention aussi, parce Ouais. qu'on fait beaucoup de masterclass, et parce qu'en fait on a plusieurs filières, donc il Ouais. avait parlé de la filière com, mais on a aussi une filière entrepreneuriat, et la filière entrepreneuriat, enfin la filière startup management plus exactement, on veut leur faire rencontrer absolument des entrepreneurs qui partagent leur expérience sur différents horizons. Et Razid a été le premier invité justement, où il a expliqué tout son parcours, toute son expérience. En fait, c'était leur montrer, du coup, mon exemple, leur expliquer que moi je suis parti que j'avais pas fait d'études et que je suis parti de rien. Je leur expliquais un petit peu en profondeur un peu toutes les galères par lesquelles je suis passé via ce produit Chine. Et c'est vrai que pour eux, ça leur donnait un cas concret. Mais après, ça restait toujours sur le même point. C'est leur montrer que la persévérance est le point le plus important. Et que peu importe les galères sur lesquelles tu tombes, mais il faut pas lâcher, quoi. Donc ne lâchez rien. Voilà. Exactement. Moi, ça, je le dis souvent, il ne faut jamais rien lâcher. Et justement, tu réponds quoi aux gens qui peuvent te dire, ouais, mais c'est une nouvelle école, je sais pas trop comment ça se place au niveau du classement, tout ça. C'est très simple, c'est-à-dire qu'en général, c'est les faits qui déterminent, on va dire, une situation. On a commencé en 2014, la première rentrée s'effectue en 2015, parce qu'il y a eu 1 an pour la création de la campagne de recrutement des étudiants. On a commencé avec 6 étudiants sur le campus de Saint-Quentin-des-Yvelines, plus exactement. Donc c'est vrai que la première année, quand l'école est inexistante, aucune notoriété, aucune marque, rien, le néant, 6 étudiants, c'est très compliqué, parce qu'on ne peut pas vivre une école avec 6 étudiants, déjà, pour commencer. Et c'est vrai que même pour le moral, on se dit, est-ce qu'une vision, est-ce qu'une volonté, est-ce qu'une passion suffit à monter et à faire vivre une entreprise? Et aujourd'hui, en 2020, pour la rentrée 2014, on était à plus de 700 étudiants. Et là, pour la rentrée, on attend 1000 étudiants. On a pu monter un campus, on est à la Grande Arche de la Défense. On a monté un campus à Lyon, un campus à Montpellier. On a ouvert à l'étranger à Douala et un autre campus en France à l'île de la Réunion. Dans un environ au Maroc, on va au Sénégal, donc on va un peu partout. Et des succès comme ça en moins de 5 ans, ça veut dire tout simplement que ce qu'on fait, ça résonne au consommateur, à l'étudiant, et qu'il semble qu'il a besoin de nous, et que nous on a besoin d'eux, et que cet échange-là, toute cette convergence apporte à tout le monde, et que le marché a besoin d'une école comme nous. Parce que c'est vrai qu'on est une école, comme on l'a dit, de proximité, et c'est vrai que quand on parle de proximité, souvent on dit petite école, on dit école de 100, 200 étudiants. Et je vous garantis, vous venez à la Grande Arche, ils sont plus de 500 maintenant juste sur ce campus-là. Vous allez voir, c'est une grande famille. La proximité est toujours présente. Et c'est vrai que nous, ce qu'on s'est dit, c'est ce qu'il faut faire pour que les étudiants viennent chez nous. C'est premièrement de bien faire les choses, mais surtout d'avoir un critère qui est important, c'est qu'est-ce qui devient après l'école. Et nos étudiants, dès qu'ils sont sortis, ils ont remarqué qu'ils avaient une insertion, on va dire, quasi garantie, qu'ils avaient un niveau de rémunération qui était au-dessus de la moyenne. Parce qu'on est sur des métiers porteurs et sur les métiers de demain. Et c'est vrai que sur ces compétences-là, c'est plus dur d'être sur le marché. Et que du coup, le fait d'être sur ce marché porteur, ils ne connaîtront jamais la crise, tout simplement. Et qu'ils sont sûrs d'avoir une belle carrière. Parce qu'on a aussi des entrepreneurs derrière, c'est ça qui est bien. Et ça leur garantit aussi d'avoir des profils évolutifs. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, 2030, les métiers d'aujourd'hui ne seront pas tous sur les nouveaux métiers. Ouais. Donc c'est pour ça que la place des soft skills est très importante pour nous, c'est de faire en sorte que les étudiants évoluent avec le marché. Donc de leur apprendre, à part leur apprendre un savoir-faire, un savoir-être, leur apporter justement des petites choses à côté qui seront différents et qui seront se mettre à part. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors aujourd'hui, les métiers d'aujourd'hui et de demain, pour l'instant, la chefferie de projet quand même le Graal, surtout sur les nouvelles méthodes collaboratives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... c'est quasiment tous les intitulés de poste, chef de projet, voilà, dans tous les domaines. Et c'est vrai que selon l'entreprise, le poste change très souvent. Mais sur la chefferie de projet digital, c'est quand même des méthodes très particulières. On apprend des choses comme le Scrum, comme l'agilité, qui n'est pas juste un projet traditionnel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de vivre un vrai choc des cultures. Parce que dans les grands groupes, ils n'arrivent pas à installer ce mode de travail, ils n'arrivent pas à innover en tout cas leurs produits sur ces nouveaux consommateurs. Et nous, ces jeunes diplômés, leur permettent, on va dire, d'être la première pierre de la transformation digitale, en tout cas pour les grands groupes.
les startups, on est juste des fournisseurs de ressources, c'est-à-dire qu'ils savent très bien que certains de chez nous, ils ont des chefs de projet aguerris, expérimentés, formés par les meilleurs. Parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que ce qui a fait aussi la réussite de notre école, ça a été que nos intervenants ne sont pas des professeurs classiques. Ouais. Ce sont vraiment des professionnels. C'est-à-dire c'est plus pratique que théorique. C'est très pratique et on va dire que la théorie est disruptée dans la pratique. Donc ça veut dire qu'ils vont apprendre tout en appliquant. C'est-à-dire que par exemple sur une campagne digitale, ils vont mener la vraie campagne. On va remettre un vrai budget, on va leur donner de l'argent, ils vont devoir faire la campagne d'une entreprise. Et il va y avoir des profs, il va y avoir une personne de chez Facebook, le directeur digital de chez Betclic ou du groupe Accor qui va venir leur apprendre comment on fait une strat digitale. Donc ça veut dire que déjà il y a une légitimité de l'intervenant qui permet aux étudiants de fédérer autour d'eux plus facilement. Et ça leur permet d'avoir directement les bonnes pratiques et de le valoriser directement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on commence à avoir des étudiants un peu dans toutes les entreprises, Total, Mythique, et dans toutes ces boîtes-là, ils ont réussi à rentrer parce que justement ces boîtes-là savent qu'ils ont été formés par des professionnels. Ou des gens que même eux auraient aimé débaucher. Donc c'est ça qui est plutôt cool. Ah, c'est génial, ouais. Ouais, c'est cool. Et justement, il y a un esprit très start-up. Oui. Je sais pas si tu l'as mis en place, mais j'ai fouillé un peu, j'ai vu qu'il y avait un Fab Lab et un incubateur propre. C'est ça que tu aimerais ou que tu as mis en place? Alors qu'on est en train de mettre en place. D'accord. Pour être honnête, ce n'est pas encore tout à fait mis en place à 100%. Alors le Fab Lab, c'est plus un espace de créativité. Voilà, outil collaboratif, écran, bientôt l'imprimante 3D. Après, c'est plus aussi pour se mettre en centre du marché, parce qu'il fallait quand même des éléments pour dire nous sommes dans notre Fab Lab. Et l'incubateur, ça c'est son plus à cœur. C'est pour ça qu'on l'a appelé Caméléon, pour faire en sorte d'accompagner les étudiants qui ont un vrai projet d'entreprise et de pouvoir leur donner notre savoir-faire pour qu'ils puissent entreprendre et aussi eux avoir une entreprise à succès. Et on l'a appelé Caméléon parce que le profil que d'avoir un entrepreneur, c'est un polymorphe. C'est des gens comme Razid, des gens comme moi qui se transforment avec leur environnement. C'est-à-dire plus ils vont avancer, plus ils vont suivre des transformations et que justement la fermeture à ce changement est le plus gros frein, on va dire, à la réussite. Donc ça veut dire que des gens comme Razid, par exemple, vont être capables du jour au lendemain de changer un produit, de rectifier une stratégie de com, une stratégie de marketing, en disant non, ça marche pas, il faut que je change. Et c'est vrai que souvent dans l'entrepreneuriat ou même souvent dans le management traditionnel, changer une stratégie, c'est prendre trop de risques, on a du mal à le faire. Donc toutes ces choses qui évoluent, cet environnement qui est malheureusement intangible, faut que nos profils soient comme j'ai dit tout à l'heure, polymorphes. Et un polymorphe, synonyme de caméléon. Et tu serais parti, Razid, dans une école comme celle de Redouane, si tu avais continué tes études? Au jour d'aujourd'hui, je supplie Redouane pour participer à ces cours, dès que j'en ai le temps. Parce que honnêtement, quand je viens, le jour où je suis venu faire mon intervention, c'était sur un cours de Redouane. Pour l'entrepreneuriat, oui. C'est ça. Et honnêtement, pendant les 4 heures, j'ai bu ses paroles. Tel un messie. Et non, mais c'est vrai parce que... Tu vas me faire rougir à force. En fait, quand tu es entrepreneur et que tu vis les choses au quotidien, comme je t'ai dit, moi j'ai pas fait ces études-là, du coup, moi tout ce qu'il dit en fait, je dis ah ouais c'est vrai, ah mais ce qu'il dit c'est vrai. Ah, parce que tu l'as vécu. Mais moi j'ai vécu sur 10 ans et je me dis si j'avais fait Digital College en 4 ans, j'aurais peut-être gagné ces 10 ans. Donc c'est de manière différente, mais moi je pense que oui, là à choisir, c'est sûr, je l'aurais fait 20 fois déjà. C'est vrai, mais moi j'ai déjà la frustration de plus pouvoir faire mes études. Voilà. À la fin de mon bac plus 5, je m'étais dit, je crois que je vais refaire un master. Puis après, ça c'est le fameux cordon qu'il faut couper. Ah ouais, mais il y a un cordon académique comme ça, il y a des gens qui ont du mal à couper. À chaque rentrée, je me dis non, mais il faut que je reprenne quelque chose et tout. Et quand j'ai regardé, je me suis dit, en vrai, franchement, j'aimerais trop. On verra peut-être en septembre prochain, je sais pas. Avec plaisir. Mais comment est-ce qu'on se dit un jour, je vais créer une école? Parce que c'est fou quand même de dire qu'on va créer une école. En fait, pour être honnête, c'est un peu mes étudiants à l'époque quand j'étais professeur qui m'ont un peu forcé. C'est-à-dire que même si j'avais des cours de ressources humaines, je donnais des cours en stratégie d'entreprise, qui était un peu ma spécialité, parce que j'avais accompagné quand même pas mal d'entreprises. Et ils m'ont dit pourquoi vous n'appliquez pas ça à une école? Et du coup, comme ça, ils m'ont un peu provoqué, un peu chambré, etc. Et j'ai dit écoutez, je vais vous montrer comment on crée une entreprise, une école et qui va fonctionner. Parce que c'est vrai que Digital College, avant d'être une école, c'est aussi une entreprise. Et du coup, en fait, c'était juste une leçon que j'ai faite pour mes étudiants, si on regarde bien l'ensemble des choses. D'accord, ok. Ouais, c'est génial. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme chez Google.
on a tout à l'intérieur de l'école, quoi. Bah, c'est un peu ça, enfin, c'est le modèle duquel on va se rapprocher avec notre identité bien sûr. Donc c'est pour ça que même là on est en train de chercher un nouveau campus. Là on avait vu des locaux sur Nanterre. Ah ouais, vers où? Oui, c'était vers Nanterre-Gare je crois, pas très Nanterre-Gare. On avait vu un gros bâtiment mais qui nous est passé sous le nez. Donc on aimerait installer un peu à l'américaine un gros campus. Parce que les étudiants, quand on les emmène, parce que comme tu as pu le voir sur le site, on emmène des étudiants à l'étranger, oui. Tout nos learning expéditions. Ouais, je voulais qu'on en parle ça aussi, parce que les voyages là, ça va. Notamment une qu'on fait à San Francisco. À la fin, les étudiants ils disent qu'on est là-bas, ce serait bien qu'on ait une école comme ça, que c'est un peu comme ça et tout. Ouais. Donc, du coup, on aimerait reproduire un peu tout ce qu'on a dans tous nos voyages à travers notre école. Ouais, c'est génial. Et du coup, on est parti où avec Digital College? Oula, on est parti dans beaucoup d'endroits. On est parti à San Francisco, on est parti à New York, on est parti à Miami. On est parti en Inde, Bangalore et Chennai. On est parti à Tokyo. Après, on a fait plusieurs capitales européennes dans le cadre de voyages d'intégration. Là, ils vont partir. Après les voyages, c'est un peu le même. Ils vont refaire les mêmes que l'année dernière, mais d'autres classes. Mais là, ils vont repartir dans des nouveaux voyages. Il y a Séoul cette année en plus. Il y a le Brésil, qu'ils ont fait au mois de novembre. Ils partent au Kenya. Ils partent en Chine, mais pour l'instant la Chine a dû être suspendue suite à la crise un peu sanitaire. Donc suite aux recommandations de l'OMS, pour l'instant là j'ai suspendu. Ouais, c'est interdit. Donc pour l'instant on attend de voir comment cela évolue et on prendra les décisions par rapport à ce que les institutions nous conseilleront tout simplement. Et peut-être que vous vous seriez rencontrés si tu étais resté agent de voyage, dans tous les cas, peut-être c'est possible. Au chemin là, sûrement, c'est possible, tu vois, le voyage, il y a beaucoup de... parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup, moi en tout cas je passe beaucoup de temps à l'aéroport. Un peu moins ces derniers temps heureusement, mais... Et il y a un média qui a été créé aussi. On a créé un média effectivement. Pour les étudiants ambitieux. C'est ça, qui s'appelle Ikigai. Et ça veut dire quoi Ikigai? Ikigai en japonais, c'est justement comment trouver sa voie. Donc c'est un peu expliquer son chemin, parce que c'est vrai que les Japonais sont beaucoup dans ce qu'on appelle le do, dans les arts martiaux, ces choses-là, et tout ce qu'ils vont faire, c'est toujours avec une vocation, trouver sa voie. Donc Ikigai, on s'est dit, ce sera un média qui permettra à nos étudiants de trouver leur propre voie, avec des témoignages, des interviews. Donc pour être honnête avec vous, enfin avec toi, on a commencé il y a 2 mois, on a fait une douzaine de vidéos déjà. C'est vrai que la ligne éditoriale, on sait où on va, mais on sait qu'elle va encore évoluer. En tout cas, pour l'instant, les vidéos qui sont postées sont appréciées par nos étudiants. C'est pas un média qui a pour vocation d'être un grand média, mais c'est un média qui a pour vocation juste d'aider les étudiants, tout simplement. D'accord. Et vous avez trouvé votre voie? Moi, ma voie, je suis en train de la trouver, oui. Et toi? Bah écoute, pour l'instant, oui. Mais après, c'est comme tout entrepreneur, on n'est pas fermé demain à aller dans un autre secteur qui sera prometteur et là où on se développera aussi. Ouais, c'est l'ouverture d'esprit. C'est ça. C'est pas fixé, quoi. Faut pas être fermé, oui, effectivement. Les choses elles évoluent tellement vite aujourd'hui, tout va tellement vite. On peut penser un truc aujourd'hui et vraiment penser le contraire dans un peu de temps. C'est incroyable. Et du coup, c'est pour ça que les programmes aussi sont adaptés dans ton école. Les programmes évoluent et c'est vrai qu'il y a toujours une partie un peu flexible, c'est-à-dire qu'on met en place des workshops et des masterclass pour apporter en temps, on va dire, en instantané, on va dire, les nouveautés. Donc dès qu'il va y avoir une nouveauté, un algorithme qui va changer sur Google, un nouveau format publicitaire sur WhatsApp ou Messenger, directement on va mettre une conférence d'actualité pour qu'il soit en avance et qu'il soit dans les temps, tout simplement. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton programme Road to 1 Million? Mon programme Road to 1 Million. Parce que du coup, je pense que ça intéresse beaucoup de personnes. T'as bien fait tes recherches, hein? Oui. Surtout que j'ai pas reçu le mail, donc j'ai bien fouillé partout. Mais en fait, après, quand j'ai vu ça, j'ai dit valoriser son entreprise, peut-être que ça va t'intéresser, Catherine, si tu veux devenir entrepreneur. 1 million en 3 ans, c'est intéressant quand même. Ouais. Bien sûr. Alors, pour faire simple, en fait, le programme Road to 1 Million, c'est mettre toute l'expertise que j'ai accumulée, et grâce aussi aux personnes que je côtoie, aux personnes que je rencontre qui m'apportent beaucoup, parce que si je m'enrichis, si j'évolue, c'est aussi grâce aux gens que je côtoie. C'était de montrer comment on prend une entreprise à partir de zéro. Alors, quand je dis zéro, vraiment jamais de zéro. Il y a toujours un socle intellectuel, financier, etc., qui nous permettent d'avoir un élément fort ou différenciant. Mais le but, c'est de dire en moins de 3 ans, il faut que la boîte vaille 1 million d'euros. Parce qu'attention, valoir 1 million d'euros ne veut pas dire faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires aussi. Donc, il y a tous ces concepts financiers de valorisation, et justement qu'on doit expliquer aux gens qui suivent ce programme ou même aux étudiants, parce que le programme Road to 1 Million est aussi distribué dans les programmes Digital College, c'est aussi ça l'avantage. Mais c'est vrai que ce programme est plus pour tout type d'entrepreneurs, entrepreneurs en herbe, entrepreneurs déjà on va dire, sur le marché, et qui ont besoin d'acquérir ou de se perfectionner sur différents éléments.
Après, c'est vrai que quand on parle de what to 1 billion, c'est plus un élément financier. Bon, c'est vrai que le terme est très marketing, parce que je suis en train d'écrire un livre sur le sujet, qui n'est pas encore fini, qui est tout juste commencé, donc j'espère qu'il sera fini avant la fin de l'année. J'espère qu'on pourra j'espère qu'on pourra bien sûr, l'acheter. Et c'est vrai qu'en fait, ça regroupe des techniques, des mindsets, des solutions pour justement accompagner sur le développement personnel, le développement d'entreprise, le développement financier, le développement marketing, etc., etc. C'est vraiment un programme complet qui rend l'entrepreneuriat accessible à tout le monde. C'est juste l'ambition de ce programme. Ok. Et toi, ce programme-là, il t'a parlé ou Oui, d'ailleurs, quand il m'avait fait venir, en fait, il en a plus ou moins, il l'a évoqué pendant son cours. Et oui, c'est quelque chose qui parle vraiment. En tant qu'entrepreneur, oui, c'est quelque chose qu'on a besoin de savoir et on a besoin de l'entendre en fait. Parce que c'est des choses qui sont parfois du b.a.-ba, mais que tu as besoin d'entendre d'une personne pour le revaloriser dans ta tête et te dire que voilà, tu as besoin de passer par cette étape pour arriver à ça. Et tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, un peu le concept du chill. Moi, je l'ai un peu expliqué quand on a fait la présentation, mais vraiment ce qu'on peut y trouver, les produits, l'état d'esprit aussi de ce que tu fais. Ouais. Alors le concept du chill, en fait, c'est un produit qui est basé sur le sandwich avec un pain maison, où tu peux faire... tu mets dedans... c'est un sandwich qui est préparé sous tes yeux, et tu le composes toi-même, qui est composé par toi-même. Tu peux le décliner soit sous forme de sandwich, sous forme de wrap ou sous forme de bol. Et à côté de ça, donc on a développé aussi le concept coffee, donc pour pouvoir justement proposer un produit au petit déjeuner, le sandwich pour le déjeuner et pour l'après-midi repartir sur le coffee et du coup avoir un produit sur toute la journée. Donc voilà. Et vraiment nous ce qu'on met en avant dans notre com, c'est pas que le produit, c'est aussi l'état d'esprit qu'on donne quand tu viens au chill. C'est vraiment l'idée, c'est chill, tu viens chiller, tu viens passer un bon moment. Et c'est cet état d'esprit qu'on veut véhiculer. Nous, qu'est-ce qu'on essaye aussi de véhiculer, c'est des valeurs. C'est des valeurs que j'ai propres à moi-même et qui sont vraiment le partage, le vivre ensemble, l'unité et peu importe, tu viens comme tu es. Comme tu disais, voilà, la mixité sociale. C'est ça. Ouais. Voilà. C'est quelque chose qui est un peu tabou, mais oui, c'est ça. En fait, quand on est en France, on remarque qu'il y a beaucoup de catégories ou de soucis par rapport aux cultures des gens. Et aujourd'hui, nous, si tu veux, dans le concept du chill, et je pense que Redouane le fait aussi dans le concept du digital, nous, ce qu'on veut, c'est dans notre ascension, on veut casser les codes. On veut vraiment montrer aux gens que tu n'as pas besoin d'être comme ça ou de venir de là pour arriver à ce que tu veux faire et que tout le monde est capable de le faire et qu'on peut tous le faire ensemble en fait. Et ça, c'est donner l'exemple pour que les autres puissent aussi intégrer cette mixité en fait au sein des structures déjà existantes. C'est ça. C'est très très important. Ouais, on est d'accord. Non, c'est vrai que dans le chill, il y a quand même une culture très philosophique. Hein. C'est vrai que même moi, j'y mange une fois par semaine minimum. Et d'ailleurs, je recommande le bol poulet curry boulgour, qui est vraiment excellent. Excellent, et que c'est le seul endroit où on peut manger ce bol-là. Et c'est comparable ça se trouve nulle part. Mais c'est vrai que le chill porte bien son, parce que moi, quand j'y vais, c'est pour chiller. Voilà, et la dernière fois, je voulais faire profiter à toute mon équipe. On a fait une réunion au chill. Et c'est vrai que même mon équipe, on se dit, la réunion c'est sympa ici, on a besoin de chiller en travaillant. Du coup, ils t'ont demandé une réunion là-bas. Et du coup, ils m'ont dit, c'est bien qu'on fasse une réunion là-bas. Je dis, on va essayer. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un petit quart d'heure de marche entre la Grande Arche et le chill. Mais c'est vrai que moi, ça ne me dérange pas de marcher juste pour manger un bon bol de midi en tout cas. Et il se trouve où justement le chill, si on veut y aller? Sur l'esplanade de la Défense. Et l'adresse exacte, comme ça 38 Place des Saisons, on est tout au bout de l'esplanade en fait, tout en bas. Ok, super. C'est vraiment excellent, vraiment. Génial. Et justement, comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui qu'il y ait de plus en plus d'entrepreneurs, de micro-entreprises, de petits patrons, etc. Comment est-ce que vos retours, quand vous communiquez avec les autres, ou avec tes étudiants, ou toi, dans ton parcours professionnel, comment est-ce que vous l'avez ressenti, ce besoin en fait d'aujourd'hui, comme vous disiez, de casser les codes,
d'avoir un peu cette envie de liberté décisionnelle pour le coup, de se dire c'est bon, j'en ai marre d'être salarié, j'ai envie de changer de vie, voilà. Vas-y, Tu veux que je commence? Tu parles beaucoup, hein. C'est pour ça un peu de ton parole. Parce qu'on est parti politique. Faut calculer. Pour être honnête, moi, pour ma part en tout cas, ça a plus commencé au lycée, à la fac, où déjà j'avais besoin d'indépendance et je faisais déjà des petites. Moi, j'avais déjà commencé l'entrepreneuriat directement, c'est-à-dire que même si je travaillais au McDo à côté, je vendais des musiques, je puissais des PlayStation, donc tous les tips qu'on pouvait avoir sur les jeux vidéo, donc un peu en mode geek. D'accord. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte en fait que avoir ces petites activités commerciales, relationnelles, même avoir une petite caisse, gérer son argent, investir dans du matériel, revendre. Je me suis dit, bon, c'est bien de le faire, mais vu que j'étais jeune, bon, je dis c'est peut-être trop tôt. Et c'est vrai que j'ai pas franchi le cap d'entrepreneur avant mes 24 ans. Mais c'est vrai que quand j'ai créé ma première boîte à 24 ans, je me suis dit, oui, effectivement, j'ai une vision, tout le monde n'est pas d'accord avec cette vision-là, parce que je pense que chacun mérite d'avoir sa vision. Je me suis dit, je peux pas me poser ma vision aux gens, il faut juste que je la mette en place et que les gens qui ont la même vision me suivront. Et c'est vrai que c'est un peu comme ça que ça se passe maintenant. Je te rends compte en fait quand tu crées une boîte que tu crées une économie. Parce qu'au début, quand tu es petit, tu n'as pas cette impression-là. Mais plus tu grandis, plus tu vois que tu influences du monde, tu influences des gens, tu influences des communautés. Et c'est vrai que je te rends compte que tu as un vrai rôle. Et c'est vrai que ça permet de se lever le matin et de se dire ce que tu fais, c'est génial. Mais du coup, ça veut dire que c'est vous les vrais influenceurs. Ça veut dire qu'on est des vrais influenceurs, effectivement. Et c'est vrai que les entrepreneurs, si on prend tous les entrepreneurs, ce sont tous des influenceurs, mais à leur échelle. Parce que quand tu embauches 50 personnes, 70 personnes, 100 personnes, 100 personnes, indirectement, tu gères l'économie de 200 personnes, de 200 familles. Donc on ne se rend pas compte avec cette vision-là, mais tu permets aux gens de payer leur loyer, d'avoir leur promotion sociale, leur ascension sociale, aussi d'avoir une vie sociale tout simplement. Et c'est vrai que je pense qu'on ne voit pas d'entrepreneurs aujourd'hui avec la vision qu'ils méritent. Et aujourd'hui, c'est vrai que les médias ne parlent pas assez d'eux, je trouve. Ils parlent de beaucoup de choses, mais je trouve pas des choses importantes. Par exemple, nous, sur Digital College, je pense qu'on fait des choses bien. Nos étudiants font des choses super. On a des étudiants qui sont aussi influenceurs, qui sont sportifs de haut niveau, etc. Et on se rend compte qu'il y a des parcours tous les parcours méritent d'être valorisés, attention. Hein. Mais je pense qu'il y a des parcours qui méritent d'être montrés comme exemple et où c'est pas assez fait, tout simplement. Et c'est pour ça que aujourd'hui, le digital remet un peu les pendules à l'heure. C'est-à-dire qui permet aux petits médias ou même à des gens qui ne sont pas du tout en médias de pouvoir communiquer, de rivaliser avec des gros médias. Après, je voudrais rebondir sur un truc aussi, tu sais, pour avoir côtoyé le monde de la franchise, il y a aussi un point, c'est qu'il y a des gens en fait qui deviennent entrepreneurs par frustration. En fait, c'est des gens qui étaient salariés de base, et ça, j'en ai vu beaucoup. Hein. C'est des gens qui avaient de très bons postes, mais qui à un moment donné sont frustrés dans leur travail, peut-être parce qu'ils arrivent à un cap qu'ils ne peuvent plus passer. Et c'est de là qu'émerge le souhait d'entrepreneuriat. Et c'est aussi pour ça que le monde de la franchise se développe beaucoup aujourd'hui, parce que, si tu veux, les franchiseurs ont compris ce système-là, et c'est un système qui vient de l'étranger, qui se développe beaucoup. Et c'est qu'aujourd'hui, toi, tu arrives avec un concept, tu mets en place un concept prédéfini, où tu donnes, entre guillemets, clé en main tous les éléments à un franchisé. Et justement, ces gens-là qui sont frustrés dans le monde du travail mais qui n'ont aucune expérience peuvent aujourd'hui se lancer dans l'entrepreneuriat avec, entre guillemets, un guide et une personne qui peut t'aider à créer ton rêve, entre guillemets, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus en France. Oui, parce qu'on a l'impression que on va... en tout cas, moi, ça, je l'ai ressenti dans mon parcours professionnel, que on va être pris pour nos compétences, on va peut-être un peu nous vendre du rêve, tu vas faire ci, tu vas faire ça, et en fait on est confronté à la réalité où finalement on fait pas tout ce à quoi on espérait ou tout ce qu'on voulait faire. Et ça crée une grosse frustration. Sauf qu'on met du temps à réaliser cette réalité. Ouais. C'est-à-dire que même si on a la réponse immédiatement, on met des fois 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, parfois vraiment la réaliser. Ouais, non, c'est tout de suite en fait, je me suis dit au bout de 2 ans, est-ce que je veux vraiment continuer comme ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de
il y a certaines choses, comme ce qu'on disait, c'est on ne peut pas parler de tout, ou on ne peut pas faire vraiment tout ce qu'on a envie. Et du coup, j'ai l'impression que parfois le modèle du salarié, ça tue un peu la créativité, et on se retrouve un peu comme, c'est un mot un peu fort, mais comme lobotomisé en fait. On devient, il faut faire ci, c'est comme ça, c'est la méthode à appliquer. Et c'est comme si on oubliait, entre guillemets, notre moi. Bon, après, c'est très philosophique. Hein. Non, mais je vois ce que tu veux dire, tu as tout à fait raison. Les profils, malheureusement, on les aseptise, c'est ça. C'est-à-dire, à partir du moment où ils rentrent dans un circuit, ça devient du process. Et c'est vrai que les salariés, en fait, s'intègrent à un process, tout simplement. Et du coup, c'est pour ça que on revient un peu à l'OST moderne, au management, à la fordienne, qui est réadapté, on va dire, de façon plus intellectuelle, parce que c'est plus du travail manuel, c'est du travail intellectuel. Ouais. Et du coup, ça fasse un peu la carte, mais ça reste un peu dans l'idée de la même chose. Et du coup, aujourd'hui, pour vous, c'est un peu ce qu'on disait, c'est hyper important d'entreprendre. Vous le recommandez à tout le monde, s'il y a cette envie. On le recommande pas à tout le monde. Ouais. Je pense pas, parce que ouais. On en avait parlé la dernière fois, et je te disais que en fait, ça dépend du profil de la personne. Tu peux avoir une personne en fait qui a envie d'entreprendre parce que en fait, tu dois te fixer un objectif dans ta vie. Okay. Et je pense que quand tu rentres dans le monde du travail, là, on est en train de parler à des jeunes, et je pense que les jeunes doivent se poser la question qui je veux être et qu'est-ce que je veux faire et où je veux aller, combien je veux gagner. Parce que économiquement, c'est vrai que c'est un tabou d'en parler, mais il faut en parler parce que ça reste quelque chose d'important. Est-ce que tu veux être une personne qui va vivre avec ta femme et tes 3 enfants dans une maison tranquillement et avoir une vie paisible sans encombre, ou est-ce que tu es une personne qui n'a pas de limite et qui te dit voilà, moi je veux faire partie des élites, je veux faire partie des plus grands, je veux gagner beaucoup d'argent, mais je sais que je vais devoir traverser beaucoup de choses. Et ça, c'est toi et ta personnalité. Tu peux pas demander à quelqu'un de devenir un élite si lui, dans sa tête, déjà, c'est pas ancré en toi et ça fait pas partie de tes objectifs. Et ça, je pense que c'est une remise en question qui est très très importante. De savoir déjà qu'est-ce que toi tu veux, et en fonction de ce que toi tu veux, fais tes choix. Et tu peux être entrepreneur, mais être un entrepreneur qui n'a pas de grands besoins. Je te dis, je sais pas, moi, si je gagne 5 000 € par mois, je suis content. Mais peut-être que quelqu'un qui est entrepreneur et qui va dire, 5 000 €, c'est rien pour moi. Moi, je veux 100 000 € par mois. Et ça, c'est des profils qui sont différents. Mais chacun doit d'abord se poser la question de se dire où tu veux aller. C'est ça. Juste pour résumer, moi je dirais que tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde n'est pas capable d'entreprendre. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, entreprendre, c'est ouvert à tout le monde, donc tout le monde peut le faire, et du travail et tout, et une bonne hygiène, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'après, les gens ils sont pas faits pour ça, parce que par rapport à leurs besoins primaires ou même leurs besoins secondaires, ils ont besoin d'avoir une structure, et le CDI, ce process un peu social, leur convient parfaitement. Ils ont besoin d'avoir leur congé payé, parce que c'est vrai que on ne se rend pas compte, mais quand on commence en tant qu'entrepreneur, au début c'est chaotique. D'accord. Au début c'est très chaotique. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas où tu vas, t'as pas de congé payé, au début tu touches très peu d'argent. C'est-à-dire que souvent en France, le modèle, c'est les gens au début vivent grâce au chômage. Moi pour ma part, c'était pas le cas parce que j'étais prof, je travaillais à côté. Mais ce que je veux dire, c'est que la première année, elle est très très dure. Et c'est vrai que c'est là où il y a toutes ces raisons d'échec, parce que parfois les gens ils arrivent au bout du tunnel, mais ils sont à 1 mètre de partir à la lumière, mais ils reculent. Ouais. Et ça, avant d'arriver là, pour moi, c'est le chemin le plus dur. Parce qu'une fois que les entrepreneurs vont plus me comprendre, mais une fois que tu as vu le chemin, que tu as compris comment ça fonctionnait, tu peux entreprendre 2, 3, 4, 5 boîtes, 10 boîtes, ça marchera parce que tu as déjà expérimenté une fois et tu sauras là où il faudra être vigilant, les chemins critiques, un peu comme une gestion de projet. Donc c'est vrai que tout le monde n'est pas capable de ça, parce que parfois il faut aussi, au-delà du courage, il faut quand même une résistance au stress, et j'ai même une résistance à l'anxiété, c'est surtout ça. Parce que c'est vrai, ce que je parlais la dernière fois avec Razid, à la salle de sport d'ailleurs, cette fameuse solitude de l'entrepreneur. Ça veut dire qu'en fait, il y a des situations que tu as où il n'y a que des entrepreneurs qui peuvent te comprendre. D'accord. Et par exemple, moi, quand je vais en parler avec mes amis de certaines problématiques, etc., ils ne vont pas me comprendre. Mais quand j'en parle avec des amis qui sont entrepreneurs, comme Razid par exemple, il va comprendre plus. C'est-à-dire, moi aussi, j'ai eu la même chose. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a un rapprochement social qui se fait naturellement. Mais c'est vrai que ces problématiques-là, quand tu te lèves le week-end, tu n'arrives pas à prévoir ton week-end, parce que dans ta tête, tu as tous tes problèmes qui vont arriver le lundi, le mardi, tu dois gérer ci, tu dois gérer ça. On ne se rend pas compte, mais quand tu es salarié, tu as la garantie de dormir tranquille.
que comme je te l'ai dit, tu es en CDI. Pour un entrepreneur, la psychologie est très importante. Oui, il y a un gros... Comme disait Redouane tout à l'heure, en fait, tu as une ascension émotionnelle. Il y a des moments où tu vas être complètement boosté et que tu as envie de faire plein de choses. Il y a des moments où tu as l'impression que rien ne fonctionne ou que tout te tombe dessus. Oui. Et quand cette période-là où tout te tombe dessus, il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui va ne serait-ce que rigoler avec toi, en rigoler, te dire ouais mais t'inquiète, la semaine prochaine ça va mieux se passer, ou qui va comprendre en fait ton quotidien, mais juste ça en fait ça te permet de te rebooster. Et c'est pour ça que je disais que créer ce réseau-là, c'est très très important. Ouais, voilà. C'est pas parce que Redouane par exemple fait partie de l'école et que moi je fais partie du food que on peut pas se côtoyer. Et ça c'est une chose qui est très très qu'on peut pas se comprendre. C'est ça. Et ça peut être complémentaire, la preuve. C'est complémentaire et entre entrepreneurs, n'importe quelle de ces activités, quand il y a des problèmes, c'est les mêmes qui ressortent. Il faut pas oublier que la France, c'est un système quand même où il y a une pression sociale, une pression administrative, une pression juridique qui est plus élevée que nos voisins. En Europe, on fait partie des pays les plus bureaucratiques, je dirais même au monde, pour être plus précis. Et c'est vrai que quand tu commences, tu n'as pas les moyens de te payer un expert comptable, tu n'as pas les moyens de te payer des avocats, tu n'as pas les moyens de te payer des gros juristes qui vont t'absorber justement, qui vont être un peu l'aspirateur aux entreprises. Et au début, tu fais un peu tout toi-même, tu découvres, tu perds beaucoup de temps à te renseigner, à être sur internet, sur les plateformes juridiques, sur les plateformes de sites, renseigner, il va se passer quoi, choisir quel statut juridique, et ça, on ne se rend pas compte, mais on perd un temps. Ouais. Au début, c'est formateur, attention. Ouais. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un travail colossal. Et c'est vrai qu'en fait, tu rumines tout le temps. La nuit, à 3h du matin, tu te réveilles, tu as une insomnie parce que tu as travaillé pendant 2-3 heures. Voilà, il me comprend directement. Oui. Voilà, c'est. Et le rire. et moi, je connais pas un entrepreneur qui s'est pas réveillé à 2h du matin et qui a pas eu une insomnie, ça n'existe pas. Ouais. Voilà. Et toi, t'es à côté, tu vas voir. Quelqu'un qui sera à côté de toi qui va se réveiller et qui va dire ah, moi j'ai bien dormi. En fait, t'as l'impression que ton cerveau travaille tout le temps, tu surchauffes. Mais si déjà de base on est comme ça veut dire que c'est encore pire quand on dit. Oui, bien sûr, c'est encore pire. Et okay. ça, la surchauffe. Pas que je devienne entrepreneur. Non, la surchauffe. Et en fait, la différence entre salarié et entrepreneur, c'est que quand t'es entrepreneur, t'as pas le droit de burn-out. Tu peux pas avoir de burn-out. Ouais. T'es malade, tu dois faire tourner ta boîte. T'as la grippe, t'es au lit, tu dois quand même être ton téléphone, manager le truc. Surtout à tes débuts, parce qu'après, quand tu as une équipe, moi par exemple, je suis sur Digital College aujourd'hui, j'ai réussi à construire une très grosse équipe qui arrive à gérer quasi en autonomie les plus gros sujets. Mais je sais qu'au tout début, pour moi, dès que j'avais un truc, j'étais bloqué quelque part, une grève, un truc, c'était la fin du monde. Ouais. Je me dis, si je gère pas ça, ça va être la catastrophe. Et c'est vrai qu'après, l'avantage de l'expérience, c'est que tu prends du recul, tu arrives à mieux gérer les choses. Et en fait, tu as une vision qui fait que tout le flou de l'entrepreneuriat qu'il y avait devant toi au début, elle s'enlève au fur et à mesure et tout devient clair. Tout devient précis et tout coule de sens. Et après, c'est pour ça que quand tu arrives à ce niveau-là, tu peux plus devenir salarié, c'est pas possible. Et même, je recommande aux entreprises de ne pas embaucher des entrepreneurs qui ont ce chemin-là parce qu'ils seront malheureux, c'est sûr. C'est pas possible. Tu peux pas revenir en arrière. Ouais, on peut pas justement. Tu peux pas. Quand t'es pas resté longtemps dans l'entrepreneuriat, que t'as eu des échecs, oui, ça tu peux vite bifurquer et au contraire, tu seras encore plus motivé à être salarié. Ouais. Ça c'est sûr et certain. Par contre, quand t'as goûté, on va dire, au succès, que t'as réussi à réaliser des choses, tu vas pas te revenir en arrière et te dire je vais dans un process aseptisé, enfin c'est pas possible. Enfin, en tout cas pour ma part, je parle attention. Je pense que Razid c'est pareil. Demain je lui propose un gros poste dans son secteur, dans des plus grosses marques que du food, je sais qu'il dira non, parce qu'il sait qu'il sera malheureux. Tout simplement, c'est pas possible. C'est beau. Et justement, vos projets futurs, de nouveaux campus, c'est ça, et de nouveaux points de vente? Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un modèle économique qui, je pense, est en train de se développer, enfin, est déjà plutôt pas mal développé. Et il faut qu'aujourd'hui, on puisse partager avec des personnes qui souhaitent être entrepreneurs, mais qui n'ont pas forcément l'envie ou le pouvoir de créer soi-même son concept. Donc l'idée de pouvoir leur donner un projet clé en main, c'est quelque chose qui peut être très bien pour eux et c'est vraiment quelque chose que je vais apporter. Et toi, Ivan? Alors moi, beaucoup de projets, parce que c'est vrai qu'il y a Digital College, mais j'ai d'autres sociétés, mais c'est vrai qu'après c'est s'éparpiller dans l'explication d'un grand conglomérat. Après, pour rester dans les projets, on va dire, académiques et dans l'éducation, tout ce qui est économie de la connaissance, là on va lancer une école 100% en ligne. Parce que c'est vrai qu'avoir des campus c'est bien, mais on se rend compte qu'on ne peut pas répondre à toutes les demandes. C'est vrai qu'on a des demandes qui viennent des 4 coins de la France et tout le monde dit à quand Digital College à Nantes, à Rennes, etc.
Donc on a dit qu'il faudra patienter. Victime de son succès. C'est ça. Mais c'est bien dans ce sens. On reçoit énormément de messages, de soutien. Enfin, ça, je remercie vraiment tout le monde, que ce soit sur LinkedIn, Instagram, Facebook, enfin toutes les plateformes sociales. Et on s'est dit qu'on va essayer de digitaliser l'expérience Digital College. Et c'est vrai que le nom elle porte bien parce que du coup, une école en ligne, ça fait sens. Donc on va avoir un campus 100% en ligne. Donc pour les gens qui veulent une expérience immersive, donc il y aura de la vidéo, du contenu infographique, ludique, il y aura même des classes virtuelles en réalité virtuelle, avec des conférenciers à distance. C'est-à-dire que voilà, ça sera même pour le présentiel, on fera des conférences avec des conférenciers qui seront au Japon, en Corée, en Chine, aux États-Unis. L'école du futur. C'est l'école du futur, ouais, parce qu'on se renouvelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire ce qu'on appelle le digital learning, reste un peu dans mes plus gros projets. Alors, j'ai la création de plateformes, de e-learning, de choses qui permettent de faciliter l'accès à l'éducation, sont quand même mes priorités. Et entre autres, à côté, dernier projet qui pour moi quand même est important, on va sûrement monter une ONG pour pouvoir justement financer des écoles, accompagner des projets éducatifs, en France aussi déjà dans des milieux un peu défavorisés, et aussi à l'étranger, dans des pays en sous-développement ou en développement pour leur apporter ou des outils digitaux ou simplement construire une école pour donner accès à ça. Et du coup, ça permettra de dire, ben voilà, Digital College, il faut aussi que ce soit un projet social qui aide des personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à l'éducation, de l'avoir. C'est génial. Non, mais c'est vrai, il y a un aspect très social en fait dans même ce que vous entreprenez et tout. Mais c'est bien, ça change de. Merci. Je veux juste gagner de l'argent et puis. Non, c'est pas le but, l'argent c'est bien parce que l'argent, il faut voir ça comme une énergie, c'est-à-dire que c'est ce qui permet de faire avancer la voiture. Si c'est pas bien, ça avance pas. Et c'est vrai que gagner de l'argent c'est bien, mais après faut économiquement, comme je disais tout à l'heure, la consommation, il faut développer des projets, il faut en faire profiter à tout le monde et le soleil brille pour tout le monde et pas besoin de gagner comme disait Tarek Razid, mais quand l'objectif de gagner 100 000, 200 000, 500 000 euros par mois, c'est pas. Enfin, en tout cas, moi pour ma part, c'est mon objectif, c'est de faire en sorte de redistribuer une grosse partie et qu'on rende des gens encore plus heureux qu'aujourd'hui. C'est beau. C'est trop beau, je trouve. Du coup, où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Moi sur Instagram, LinkedIn, Facebook. Alors sur LinkedIn, c'est Ridwan Abagri, tout simplement. Ou sur la page Digital College. Et sur Instagram, j'ai un profil qui s'appelle Monsieur Abagri. Ou la page Digital College aussi. Donc j'essaie de répondre, je reçois beaucoup de messages, donc j'essaie de répondre quand je peux répondre. Et même si c'est tard, parfois je réponds quand même. En même temps, il faut gérer. Hein. Donc, puis il n'y a plus trop d'horaires aujourd'hui pour répondre, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. Et vu qu'on fait beaucoup d'événements, beaucoup de choses, beaucoup de projets, du coup, on reçoit beaucoup de messages de félicitations et ça faut continuer, ça donne la force, mine de rien. Et si vous avez des questions, on y répondra vraiment avec grand plaisir. N'hésitez pas, il faut donner de la force. Et toi, Razid? Pareil, LinkedIn, Razid Rajabali, ou Instagram et Facebook avec le Chill Sandwich and Coffee. Voilà, merci beaucoup Razid, merci Ridwan, merci Catherine. Merci Catherine. Et n'hésitez pas, vous pourrez retrouver le podcast sur Radio Agora et à suivre le compte Instagram de Ça va parler.